Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Magharibiya. Soyez les bienvenus. Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan, bon Ramadan à toutes et à tous. La soirée continue sur cette actualité puisque lundi soir, l'Élysée, Emmanuel Macron donc a passé un coup de fil à son homologue Abdelmadjid Tebboune pour cette visite qui devrait avoir lieu normalement fin septembre, début octobre. C'est ce que dit le communiqué. Aucune date donc officielle et précise arrêtée. On sait très bien qu'il y a eu plusieurs report depuis maintenant l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, qui devait arriver et venir en France déjà il y a plusieurs mois. Plusieurs reports. Nous allons essayer de revenir essayer de revenir et de comprendre ce soir avec nos invités les raisons de ces différents reports, avec ces différentes périodes de crises tumultueuses, des crises aussi diplomatiques. Le je t'aime, moi non plus, hein. Deux pays qui se connaissent très très bien, des relations historiques, étroites collaboration. Pourquoi cette visite n'a pas eu lieu il y a déjà plusieurs mois, peut-être même en début du mandat d'Abdelmadjid Tebboune, une visite qui, je vous le disais, donc fin septembre, début octobre 2024, donc à 2 mois de la fin du mandat d'Abdelmadjid Tebboune. À quoi exactement rime cette visite? À quoi sert-elle? Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune entre en campagne? Est-ce qu'il vient faire campagne auprès de la diaspora? Ou peut-être se redorer le blason? Est-ce que la France aussi a encore une mainmise? A-t-elle une mainmise? Un pouvoir de décision quant à la reconduite d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir? Et puis on évoquera aussi en fin d'émission la diaspora. Comment Abdelmadjid Tebboune sera justement accueilli par la diaspora? N'est-ce pas un danger pour lui, le réveil du Hirak, puisqu'on sait très bien, on imagine très bien que ces élections qui aujourd'hui importent peu les Algériens et les Algériens seront peut-être appelés au boycott, en tout cas, donc seront totalement rejetés par les Algériens et les Algériennes, en tout cas au niveau de la diaspora. Et en parlant de la diaspora, en fin d'émission, on essaiera de revenir sur ce congrès, ce Conseil mondial de la diaspora qui a été donc annoncé, mis en place par le chroniqueur euh, Karim Zeribi. Donc on essaiera de comprendre de quelle diaspora il s'agit, comment est-elle sélectionnée, est-ce qu'il y a la diaspora qui s'est mobilisé autour du Hirak, comment et à quoi sert ce conseil mondial? Est-ce qu'il n'y a pas derrière? Non, il ne s'en cache pas, hein, le Karim Zeribi, hein, il dit clairement que ce conseil a été mis en place aussi suite aux appels d'Abdelmadjid Tebboune autour de l'investissement et de l'implication de la diaspora. Avec nous pour en parler sans plus tarder ce soir, Brahim Younsi, bonsoir et bienvenue. Merci de m'inviter. C'est moi qui vous remercie, Ibrahim Younsi. Bienvenue à vous, longtemps journaliste, analyste politique et cadre du MDA de 82 à 88. Ingénieur économiste, il est avec nous, docteur en économie, analyste politique et écrivain aussi. Je vous rappelle que son œuvre autour de Slimane Azem est toujours disponible. Je vous invite vraiment à à vous le procurer, à l'offrir aussi, hein, si vous avez prévu de partir en vacances. Faites des cadeaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir de bons bouquins à lire. Ça reste, l'écrit reste. Il est avec nous, donc c'est Hassan Herej. Bonsoir. Alors, Hassan Herej, moi je n'ai pas de retour. Est-ce qu'on vous entend? Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, très bien. Bien. Alors, je vous disais bonsoir Chaban, bonsoir Sibrahim, bonsoir à d'autres invités s'il y en a, bonsoir à tous les téléspectateurs, à votre équipe. Et pour ceux qui jeûnent, Sahar Ramadankom, et pour ceux qui jeûnent pas, Sahar Torkom, etc. Voilà, la liberté pour tout le monde. Merci Hassan Herej d'être avec nous présent ce soir. Brahim Younsi, je vais commencer avec vous. On est à 2 mois de la fin du mandat d'Abdelmadjid Tebboune en fin septembre, début octobre. Selon vous, à quoi servirait? Nous allons dans un instant évoquer ensemble les raisons de tous ces reports avec cette diplomatie aussi algérienne qui a suscité plusieurs interrogations, le choix de la Russie. D'ailleurs, je crois que vous faites un post aussi là-dessus, hein, le choix d'Algérie de se diriger vers la Russie en termes de visite, mais à plusieurs niveaux avant d'aller à Paris. Mais selon vous, 2 mois avant la fin de son mandat, pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune se rend à Paris? D'abord, permettez-moi de saluer mon ami Hassan. Merci. Ça fait longtemps que nous
nous n'avons pas débattu ensemble. Exact. Et d'autre part, de souhaiter un Ramadan Karim à toute la communauté musulmane sur le plan international, parce que votre chaîne porte partout. Merci, Brahim Mounsi. Alors, Brahim Mounsi, alors allez-y. Quant à votre question, permettez-moi d'abord de dire que les relations algéro-françaises ou franco-algériennes tiennent à un coup de fil. La fâcherie a duré des mois et des mois, et puis sur un coup de fil, on a l'impression que tout est arrangé, que tout est solutionné, que tout a été réglé, et que la visite de Abdelmadjid Tebboune à Paris, c'est pour demain, enfin pour septembre ou octobre. C'est un peu trop rapide, me semble-t-il, que de penser que est-ce que la présidence algérienne a accepté l'invitation. Et sur un coup de fil, comme cela, un soir, c'est quand même assez curieux. C'est l'Élysée qui a décidé, selon vous? En tout cas, on a dit, c'est l'Élysée qui a téléphoné. A-t-il pris l'initiative? Il n'a pas répondu à un coup de fil d'Alger, mais en tout cas, il a téléphoné à la présidence algérienne, en tout cas à Abdelmadjid Tebboune. Et puis, cette invitation, m'en semble-t-il, tombe mal, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan diplomatique. Parce qu'elle a lieu, ou elle aura lieu, je ne crois pas que la paix sera instaurée ni en Palestine ni en Ukraine demain. C'est-à-dire que cette visite aura lieu dans un contexte belligène, dans un contexte de guerre. D'autant que l'Algérie, tout le monde connaît la proximité de l'Algérie, en tout cas du pouvoir d'Alger, du pouvoir établi à Alger avec Moscou, avec la Russie. C'est des relations qui datent depuis des décennies. Et voilà que un protagoniste, la France, appelle Alger, et Alger, pour le moment, n'a pas répondu présent. Mais néanmoins, on laisse entendre que l'Algérie, le chef de l'État serait intéressé par, d'après les échos que j'ai, il serait intéressé par cette visite. Simplement, moi je la trouve improbable. Cette visite est improbable pour septembre ou octobre. Restez avec nous, on va entrer dans le détail. Hein. Voilà ce que vous dites, hein, Brahim Mounsi. Vous dites se rendre à Paris en septembre ou en octobre prochain serait très mal perçu par le Kremlin, donc par la Russie, qui peut l'interpréter comme un geste d'alignement. Vous allez nous en parler dans un instant. Hassan Heresh, avec nous ce soir, le plaisir de vous avoir. Pareil, on connaît les relations qu'il y a entre ces deux pays maintenant depuis plusieurs décennies, et à chaque fois on essaye aussi de comprendre où les choses en sont. Une grande première, un jeune président né en décembre 77 fait des sorties pas des moindres, hein, puisque je rappelle qu'il dit clairement que l'Algérie est un système politico-militaire. Il rappelle que Abdelmadjid Tebboune est son ami, mais il dit clairement aussi qu'il est dans les mains d'un système. Il dit clairement que c'est aussi un pays qui est toujours un peu qui se base toujours sur des mensonges liés à la rente mémorielle. Mais voilà, on connaît toutes ces relations, mais est-ce que cette visite, elle arrive un peu tard? Elle n'a pas pu se faire avant. Votre avis sur cette période de fin septembre, début octobre, pour commencer, Hassan Heresh? Écoutez, c'est extrêmement difficile d'analyser ce qui se passe dans la mesure où il n'y a pas de transparence ni d'un côté ni de l'autre, et que nous sommes dans les relations algéro-françaises dans une systémique de géopolitique de l'émotionnel.
Donc, on réagit au quart de tour. Il y a une espèce de course effrénée au sentiment de supériorité. D'un côté, vous avez des donneurs de leçons qui taxent l'Algérie d'islamo, militaro, et puis de rentes pétrolières, gazières, mémorielles, etc., à l'image de l'ex-ambassadeur Driancourt, et du côté algérien qui ne voit la France que comme puissance coloniale, que comme puissance prédatrice, comme les Bengrina, les Mokri et bien d'autres. Donc malheureusement, des deux côtés, à chaque fois qu'il y a une petite avancée, qu'il y a une lueur d'espérance, une lueur de rapprochement, vous avez des deux côtés des lobbies qui tirent le frein à main. À la fois les lobbies nostalgiques, tels les gens de l'ex-OAS, je ne sais même pas d'ailleurs s'il faut dire ex, un certain nombre de gens qui ont fait la guerre d'Algérie et qui restent nostalgiques donc, de cette colonisation. Et encore une fois, de notre côté, du côté algérien, ceux qui n'ont pas fait la guerre d'indépendance et qui veulent la faire maintenant et qui veulent se donner une allure de patriotes. Donc, les relations algéro-françaises sont piégées de ce côté-là. Donc, et on assiste justement à une espèce d'immobilisme. Alors, quand on annonce une visite d'un côté ou de l'autre, évidemment, on se pose des questions. On n'est pas sûr que ce soit véritablement dans le bon sens. On a toujours peur que ce soit l'utilisation politique et géopolitique de l'un et de l'autre. On a peur toujours que ce soit à des fins propagandistes, à des fins de soutien d'élites qui ne travaillent pas forcément dans l'intérêt des deux pays. Mais ce sont des questions qui se posent, Hassan Halaj, vous et votre expérience aussi, qui avait lu, qui écrivait, qui connaissait aussi bien les deux pays, ces relations. D'un côté, on peut aussi se poser cette question en disant est-ce que la France a une mainmise sur la reconduite il y en a qui disent clairement, pour être un peu cru, qu'aujourd'hui, pour la France, ça arrange totalement que ça soit quelqu'un comme Abdelmadjid Tebboune et que l'Algérie ne soit pas démocratique, par exemple. Je vais un peu direct, mais voilà, est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune aussi, en venant en France à ce moment-là, pour essayer un peu de continuer sur cette date, ne continue pas sa campagne aussi en termes de diplomatie, au niveau peut-être de la diaspora? Vous savez, des deux côtés, quand il y a des élections présidentielles, on cherche à avoir le soutien au maximum. Du côté algérien, on cherche à avoir le soutien de la France et du côté de la France, on cherche le soutien de l'Algérie. Il n'y a pas une seule candidature, à ce que je sache, depuis au moins François Mitterrand, une seule candidature à la présidence française qui ne cherche pas à avoir l'appui d'Alger. Et donc, il est tout à fait naturel aussi que les candidats plus ou moins désignés à l'avance cherchent aussi un appui du côté français, comme ils cherchent à avoir un appui des côtés russes ou émiratis ou saoudiens, chinois, etc. Donc ça, c'est de bonne guerre. Je crois que de deux côtés, on cherche à avoir le soutien des puissances proches et qui peuvent avoir de l'influence, soit directement ou indirectement. En tout cas, des deux côtés, il y a des lobbies qui agissent. Il y a aussi des soft power. Par exemple, du côté français, évidemment, il y a tout ce passé, il y a la communauté algérienne ici, mais il y a aussi les sociétés françaises, ainsi de suite. Et du côté algérien, c'est pareil. Hein, je veux dire, il y a toute une diaspora pro-algérienne et il y a le marché gazier, pétrolier, mais aussi de l'agriculture, de la gestion de l'eau, etc. L'Algérie a besoin de l'expertise française et la France a besoin du marché algérien. Donc,
il me semble que de ce côté-là, c'est tout à fait naturel. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas naturel, c'est qu'on attend effectivement la fin du mandat d'Abdelmadjid Tebboune pour que ça se réalise. Moi, j'aurais voulu évidemment que cette visite soit la deuxième ou troisième du mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Ceci dit, à partir du moment où il y a ce pas qui est fait, essayons de voir qu'est-ce qui, en dehors justement des espèces de calculs, de positions calculantes, comment dire, de positions aussi qui fait de nous des opposants purs et durs, etc., pour nous donner une allure de patriotes qui veillent justement au grain. En dehors de ça, on peut aussi se dire comment nous pouvons utiliser ce rapprochement pour qu'il y ait, comment dire, que ça se fasse dans l'intérêt des deux pays, et notamment dans l'intérêt de notre pays, l'Algérie. Certains parlent aussi de réchauffement. D'ailleurs, c'est voilà, brin d'optimisme, échauffement, positivité aussi dans cette rencontre. Mais n'oublions pas tout de même que le 27 août 2022, Emmanuel Macron se rend avec 90 personnes en Algérie. Le 7 octobre, c'est Elisabeth Borne qui se rend en Algérie avec un conseil des ministres. Mais tout de même, depuis, c'est crise sur crise et on n'a pas l'impression que les choses, elles ont bougé. Voilà, depuis le début, depuis cette période-là, c'est statu quo. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des contrats d'investissement, que des grosses entreprises se sont rendues en France et vice-versa pour signer et investir quelques milliards d'euros. On a plus l'impression que depuis cette date-là, c'est le je t'aime. Moi non plus. Qu'est-ce qui a suscité peut-être cette distance, Brahim Younsi? Voilà, votre poste résume bien les choses. L'Algérie n'a pas donné priorité à Paris, mais au Kremlin, en allant voir notamment Vladimir Poutine. Elle s'est aussi, on dit que l'Algérie a joué aussi un rôle dans la place que prend et qu'a pris la Russie en Afrique. On sait combien la France-Afrique est toujours importante et que la France perd tout de même sa place aujourd'hui en Afrique. On a tout de même une Algérie, voilà, qui s'est positionnée et aussi dans ce conflit, dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Je vous laisse répondre là-dessus, Brahim Younsi. Vous savez, en politique étrangère, comme peut-être dans la vie tout court, vous avez des réalistes et vous avez des idéalistes. Jusqu'à maintenant, il faut le dire, la politique étrangère de l'Algérie était une politique étrangère très réaliste. Si nous avons penché ou opiné pour l'idéalisme, c'est-à-dire que nous faisons confiance au droit international et à la morale internationale. Or, avec ce qui se passe aujourd'hui dans des foyers plus de guerre, en Ukraine, en Palestine, n'en sont pas dans le droit international et dans la morale internationale. L'idéalisme n'a plus droit de citer. Donc le réalisme. Quelle est la réalité aujourd'hui des enjeux internationaux pour que Abdelmadjid Tebboune sacrifie d'une certaine manière à la tradition algérienne de venir à la veille d'une élection présidentielle bidon. Bon, ce n'est pas la question de l'élection présidentielle, mais dans un contexte de guerre, et un contexte de guerre qui met un de nos partenaires les plus importants, la Russie, dans le champ de combat. C'est dire que c'est extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile que c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure la stratégie et la diplomatie vont de pair, parce que il y a quelques mois, Tebboune a choisi de ne pas passer par Paris et de se rendre à Moscou. Ceci dit, il me semble que le dossier le plus lourd, le plus important pour les Algériens, pour l'Algérie, pour nous, c'est le dossier du Sahara occidental.
le dossier, la question du Sahara occidental est la pierre angulaire de la politique étrangère de l'Algérie depuis des décennies maintenant. C'est une des raisons de ces reports aussi, selon vous? C'est une des raisons aussi de tous ces reports que ce rendez-vous n'ait pas eu lieu. On rappelle que Stéphane Séjourné, patron de la diplomatie française, s'est exprimé là-dessus en rappelant le soutien de la France au Maroc sur le Sahara occidental. Absolument, justement, je crois que cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères français, qui se trouvait il y a une dizaine de jours, peut-être moins, à Rabat, il est allé trop loin dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jusqu'à maintenant, bien sûr, depuis au moins Hollande, il soutenait timidement, il faut le dire, l'autonomie du Sahara occidental, puisque les choses ont été élaborées à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a une avancée parce que le ministre des Affaires étrangères français avait déclaré que la question du Sahara occidental était existentielle, un sujet existentiel pour le Maroc. C'est dire que ça peut mettre en péril l'existence du Maroc. C'est un engagement, c'est une reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Nous avons rétabli nos relations avec l'Espagne alors que la position de l'Espagne n'avait pas changé d'un iota. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation beaucoup plus difficile parce que la France a fait un pas vers la marocanisation du Sahara occidental et néanmoins on invite le chef de l'État algérien officiel à Paris. C'est quand même, il y a beaucoup de contradictions dans la stratégie et la diplomatie algérienne. Il faut savoir où la question du Sahara occidental est véritablement la pierre angulaire de la politique algérienne, d'ailleurs intérieure et extérieure, ou alors comment régler cette question-là. Il faut être réaliste. Comment régler cette question? Moi, je vous le dis tout de suite, je suis pour l'indépendance, en tout cas pour le référendum d'autodétermination du Sahara occidental, et je soutiens la position du Sahara occidental. Je m'en suis jamais caché là-dessus. Donc, mais il faut absolument qu'Alger, parce que la situation de notre environnement immédiat devient de plus en plus belligène, et une guerre peut, à un moment ou à un autre, surgir sur des actes, et il y en a eu de part et d'autre, sur des actes qui peuvent ouvrir le feu demain. Merci, restez avec nous, Brahim Younsi. Hassan Hiresh, on revient bien évidemment un peu sur les raisons de tous ces reports et ces quelques mois de crise. Si on parle est-ce qu'on pourrait pas comprendre aussi une certaine réticence de la France avec cette stratégie ou pas? Certains parlent d'un manque de cap, manque de vision, d'une diplomatie qui navigue à vue, parfois aussi une Algérie, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait dit, qui dit système peut-être politico-militaire, ça veut dire qu'on se pose une question, est-ce que c'est le politique qui gère en Algérie, est-ce que c'est le militaire, est-ce qu'Abdelmejid Tebboune et son ministère des Affaires étrangères a réellement du poids? Est-ce que c'est aussi un des éléments qui fait que peut-être la France, à un moment donné, s'est retirée pour essayer de rencontrer le président Tebboune dans toute cette diplomatique avec une Algérie, peut-être qu'elle essaye tant bien que mal de récupérer des relations, mais un pays qui s'est pas mal isolé à plusieurs niveaux et avec plusieurs États. Vous savez, la configuration géopolitique aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'il y a seulement 3-4 ans, voire même 2-3 ans. Ça fluctue à une vitesse incroyable, inimaginable, qu'on n'aurait jamais pensé il y a seulement quelques temps. Donc,
Autant l'Algérie était effectivement, comme le disait mon ami Ibrahim, était plus alliée du côté de Moscou depuis les deux blocs. Et il y a eu effectivement un rapprochement encore important ces dernières années du côté de Moscou, et particulièrement avec cette guerre russo-ukrainienne. On a vu comment l'Algérie s'est positionnée. Ceci dit, depuis le rejet de l'Algérie des BRICS, et on a vu que ni les Russes ni les Chinois n'ont tapé du poing pour que l'Algérie soit intégrée aux BRICS, on a vu quand même une fluctuation dans les relations tous azimuts. Et on a vu aussi que les difficultés de la France vis-à-vis à la fois de la Russie, mais aussi des pays sahélo-sahariens, et sont exactement les mêmes difficultés que l'Algérie. Donc, quand mon ami Brahim parle de réalisme, ça aussi c'est du réalisme. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, aujourd'hui, des convergences d'intérêts au niveau géopolitique avec la France. Et on a vu la volte-face justement de la France vis-à-vis de ce qui s'est passé en Palestine, un appui malheureux et inacceptable à Israël avec l'agression de ce pays vis-à-vis de Gaza, et on a vu un rétropédalage, et donc on revient justement à une certaine réalité. Je suis entièrement d'accord avec Ibrahim qui dit que le Sahara occidental constitue quand même une des pierres angulaires, moi je dirais une des pierres, pas la pierre angulaire de la diplomatie algérienne. Ceci dit, l'Algérie a son mot à dire là-dessus, et c'est pas parce que Donald Trump avait poussé un certain nombre de pays à signer des accords d'Abraham avec Israël que la question justement de la marocanité est résolue. Pas du tout. Il y a énormément de pays, je pense particulièrement à l'Afrique du Sud, mais pas seulement, beaucoup de pays d'Amérique latine et beaucoup de forces à l'intérieur même des pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara. Ceci dit, ce n'est même pas la marocanité, c'est-à-dire ils disent qu'une solution qui ferait du Sahara occidental une région autonome avec une large autonomie serait éventuellement envisageable. Ce n'est pas du tout un acquis. Or, on voit que justement la partie occupée par le Maroc aujourd'hui n'a aucune espèce d'autonomie. Donc, je vous dis que si véritablement le Maroc avait l'intention de donner une autonomie large à cette région-là, il l'aurait fait dès aujourd'hui. Il n'aurait pas attendu que tout le monde accepte effectivement cette solution-là. Donc, on est très, très, très loin vraiment de la solution dont on parle aujourd'hui, comme si c'était un acquis. Alors maintenant, il faut revenir à la relation franco-algérienne. Je pense honnêtement qu'on ne peut pas déplorer le fait que Abdelmadjid Tebboune ait annulé à plusieurs reprises la visite officielle en France et en même temps s'offusquer maintenant qu'elle se présente, tout en sachant que ce n'est pas acquis à 100%. Donc personnellement, je pense que tout geste qui pourrait aller dans le renforcement des relations entre l'Algérie et la France, qui ont des intérêts énormes en commun, tout geste dans ce sens-là doit être salué tout en restant prudent, tout en se disant que, attention, s'il n'y a pas anguille sous roche, mais je persiste et signe qu'il faut saluer le fait que les deux pays puissent se rapprocher tout en restant effectivement vigilants.
Merci Hassan Harish. Restez avec nous. Brahim Younsi, un mot effectivement sans rentrer parce que le temps passe et peut-être viendra le moment pour, mais sans rentrer dans les détails du Sahara occidental, le Maroc, l'Algérie, mais cette diplomatie algérienne où voilà cet État s'est plus ou moins isolé de plus en plus. Est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas démontré son instabilité politique qui fait que elle n'a pas gagné assez de cartes peut-être pour s'imposer sur cette région du Sahara occidental, mais entre autres et surtout, je voudrais aussi vous entendre un mot. Vous dites, vous parlez limite de danger, vous parlez, les conséquences sont graves. On sait combien la diplomatie algérienne, elle a suscité des difficultés, parfois des risques sécuritaires pour le pays. Est-ce qu'aussi le fait que Abdelmadjid Tebboune se rende à Paris, il n'y a pas un danger pour le pays? Non, c'est pas en termes de danger, c'est l'environnement qui est aujourd'hui belligène, que l'on le veuille ou non. Venir à Paris, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a une espèce d'alignement sur j'allais dire, les belligérants occidentaux. Mais comment pourrait-se dépatouiller, excusez-moi du terme un petit peu, comment pourrait-se dépatouiller un petit peu Abdelmadjid Tebboune? On ne sait pas trop où ça se positionne, tout ça, on s'aligne, on va en Chine, on dit que Vladimir Poutine est l'ami de l'humanité, puis maintenant on se rend à Paris, on sait que Paris et le Kremlin, c'est pas ça du tout à l'heure actuelle. Ce que je veux dire, j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie de la diplomatie. C'est une unité. La stratégie de la diplomatie, c'est une unité. À l'évidence, Alger n'a ni stratégie ni diplomatie, malheureusement. Parce que le voyage de Tebboune, qui a eu lieu il y a quelques mois, en octobre, je crois, dernier, c'est mal, j'allais dire, dans le calendrier des visites, a été mal programmé. Parce qu'en principe, me semble-t-il, et vous venez de le dire tous les deux, et Hassan l'a dit, que nous avons des relations de proximité avec la France. Et nous avons aussi, avec la France, des relations commerciales importantes. Les choses sont claires. Mais nous avons aussi, d'un point de vue stratégique, des relations, j'allais dire, fondamentales pour notre sécurité intérieure, c'est-à-dire sur le plan géopolitique, avec Moscou, avec la Russie. C'est cela la question fondamentale, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de réalisme et d'idéalisme. Est-ce que la question du Sahara occidental, pardonnez, moi je reviens, parce qu'elle est centrale dans la relation algéro-française, comme elle est centrale dans les relations algéro-espagnoles, notamment, et avec d'autres États qui sont dans notre environnement méditerranéen. Cette question-là, on a des relations de bonnes ou de mauvaises relations avec nos partenaires ou nos voisins. Et c'est le cas aussi du Maroc. Il a de bonnes ou de mauvaises relations avec ceux qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle, pour nous, la question du Sahara occidental est importante pour la politique étrangère de l'Algérie. Ceci dit, qu'est-ce qui va être discuté? Est-ce que les relations algéro-françaises vont redevenir ou vont des relations, disons, normalisées, ou les relations algéro-françaises connaîtront des
des allées et venues, des pics, et puis des chutes, et puis etc. etc. Est-ce que vous pensez, le temps passe, je voudrais vraiment qu'on évoque aussi l'accueil, la diaspora, et puis en quelques minutes, on y reviendra, mais ce Conseil mondial, mais avec la diaspora de Karim Zeribi. Mais est-ce que, Hassan Ibrahim, est-ce que vous pensez que le pouvoir français a une main mise sur l'élection, l'intronisation d'un chef d'État algérien? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. À partir du moment où il y a un coup de fil, et puis on a l'impression que tout s'est débloqué. C'est quand même pas, c'est pas de la petite politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Algériens ne parlent pas, ne disent rien. Il y a eu un communiqué de la PS qui a signalé, qui a dit que le président de la République française a téléphoné et que peut-être, une visite se ferait. On n'a pas encore la date, effectivement. Restez avec moi tous les deux, s'il vous plaît. On va écouter ici. Alors, je rappelle juste que les discussions, elles ont tourné surtout Abdelmadjid Tebboune, donc qui a affirmé sa préoccupation sur la situation à Gaza. Et il est question notamment de domaines d'agriculture, d'énergie, des terres rares et de l'industrie ferroviaire. Voilà ce que dit notamment l'APS et l'Élysée. On va écouter la petite présentation de Karim Zeribi, chroniqueur, sur le Conseil mondial de la diaspora. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 3 semaines, j'ai lancé l'idée d'un Conseil mondial pour la diaspora algérienne. Un Conseil mondial pour la diaspora algérienne qui a vocation à créer des ponts entre nos pays et l'Algérie. Un Conseil mondial de la diaspora algérienne qui a vocation à permettre à la diaspora algérienne installée partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, de se retrouver, de se réunir. Un Conseil mondial de la diaspora algérienne qui doit mettre en avant et en exergue les compétences installées partout dans le monde, d'origine algérienne. Un Conseil mondial de la diaspora algérienne qui va se réunir au printemps prochain à Alger. Alors n'hésitez pas, si vous voulez participer, contribuer à ce Conseil mondial de la diaspora, envoyez-moi vos profils, vos CV. Dites-moi comment vous pouvez enrichir, participer à cette démarche. Rendez-vous au printemps prochain pour la création officielle à Alger du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Voilà, une soirée a donc eu lieu, c'était le 8 mars dernier, quelques 400 convives étaient présents, des personnalités. Les personnes ont dû aussi contribuer à hauteur de 120 € en s'inscrivant au préalable, puisqu'il y a aussi eu des sélections. Et la même soirée devrait avoir lieu le 27 avril prochain. Hassan Heraj, en lien avec cet accueil d'abord, est-ce que Abdelmadjid Tebboune ne pourra pas susciter peut-être un petit danger parce qu'il pourrait réveiller aussi la diaspora, une autre diaspora, celle qui était dans la rue? Parce que de quelle diaspora on parle aussi aujourd'hui, sachant qu'aussi Karim Zeribi n'y va pas de main morte, il parle de diaspora mondiale. Je voudrais vraiment avoir votre réaction sur ces 2 points, s'il vous plaît. Oui, juste quelques secondes pour revenir en arrière. Et très rapidement, il nous reste 7 minutes, c'est tout. Très rapidement. Voilà. Je vous en prie. Je constate d'un point de vue géopolitique que depuis que la Russie est arrivée en force dans les pays du Sahel, Burkina Faso, Niger, Mali, etc., la France et l'Algérie ont été éjectées de cette région-là. Très important, donc, très important. Il est tout à fait normal, justement, qu'on pense aussi à la recomposition des intérêts géopolitiques et qu'on a sur l'émotionnel, mais de voir non pas l'orgueil d'un pays, mais l'intérêt d'un pays. Alors maintenant, quant à la prise de parole de M. Zeribi, que je respecte, il est évident que c'est un besoin. Mais je suis convaincu que ces choses-là ne se font pas comme ça à grande pompe, avec des discours grandiloquents, etc. C'est un travail en
en sous-terre, c'est un travail de longue haleine, il faut des contacts, des réseaux, des associatifs, d'entrepreneurs, d'intellectuels, d'universitaires, etc. Et qu'il faut vraiment un travail de conviction. Et on a l'impression qu'il y a l'aval du pouvoir. Il le dit dans les interviews. Hein. Vous prenez Algérie patriotique, par exemple, entre autres, il le dit, Karim Zeribi dit clairement que ça a été mis en place suite aussi aux appels du président algérien. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer demain une autre association, notamment d'un groupe de militants qui militent aussi pour autre chose, créer un conseil, une organisation pour la diaspora et être invité à Alger et organiser ce genre d'événement en toute liberté, Hassan Hiresh? Vous savez, tout est possible dans la vie. Hein. Ce qui semble complètement irréalisable aujourd'hui peut être une évidence demain. Donc, les portes ne sont jamais définitivement fermées. L'histoire ne ferme pas sa porte. Donc, tout est possible. Avec ce pouvoir. Là où je ne suis pas entièrement d'accord, c'est que vous disiez tout à l'heure, il pourrait avoir un danger avec la venue d'Abdelmajid Tebboune, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Il peut y avoir quelques manifestations, évidemment, ce qui est tout à fait non seulement légitime, mais utile aussi à l'Algérie. L'Algérie doit respirer, doit avoir différentes idées, doit avoir aussi une contestation, etc. On ne va pas caresser seulement dans le sens du poil, ça ne sert pas les intérêts de l'Algérie. Donc, autant je souhaite qu'il y ait effectivement une diaspora qui aille dans le sens du renforcement de cette relation franco-algérienne, autant je souhaite aussi qu'il y ait des voix qui disent attention, il y a encore des prisonniers en Algérie, il y a encore de l'injustice concernant l'immigration algérienne en France et que rien n'est réglé encore et que effectivement il faut prendre en compte un certain nombre de problèmes qui ne sont jamais mis en avant. Donc tout ça c'est simple pour les deux pays. Sinon, moi je pense, pour revenir à cet appel d'organisation de la diaspora, je pense que c'est une bonne chose, mais je ne suis pas sûr que la réussite justement d'un tel travail, d'un tel objectif soit, atteignable en faisant comme ça des phrases grandiloquentes. Il faut travailler véritablement en sourdine, travailler avec les réseaux sociaux qui existent, travailler avec les acteurs de terrain qui existent, travailler avec encore une fois des intellectuels, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc., des responsables associatifs. Et je pense que c'est une nécessité historique pour l'Algérie et je dirais pour les deux pays. Merci Hassan Hiresh. Réaction aussi, Brahim Younsi, ça a déjà existé, hein, ces rendez-vous de diaspora, voilà. Mais comment vous voyez ces choses-là, sachant que ça aura lieu le 27 avril, ça sera accueilli aussi par le pouvoir algérien. Est-ce qu'on pourrait imaginer il y a une autre diaspora qui revendique aussi, voilà, la libération des détenus, d'autres conditions pour les Algériens avec d'autres axes? Déjà, pour nous, la filiation gouvernementale est déjà en soi un problème. Cela veut dire que ce n'est pas la société civile qui se réunit, celle qui est dispersée, c'est ce que veut dire diaspora. Et le terme remonte j'allais dire à Mathusalem, remonte à la Bible. C'est dire que les Algériens aujourd'hui, hélas, sont éparpillés, mais si on doit avoir un lobby, j'aime pas beaucoup le mot, mais cette diaspora servirait à quoi? Servirait à porter le pouvoir d'Alger à l'extérieur, de le défendre et de le servir d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont organisé cette diaspora ont été clairs de ce point de vue. Ils sont du côté du pouvoir d'Alger.
qui donne les moyens. Moi, je n'ai pas envie de m'inscrire. Vous pensez que sur ce rendez-vous, on y reviendra. Il y a eu un appel de Karim Zeribi, effectivement, déjà il y a plusieurs semaines. Est-ce que vous pensez aussi que derrière ça, on pourrait imaginer le 27 avril une délégation française qui s'y rend, et puis peut-être à la rentrée septembre-octobre, cette organisation, cette diaspora autour d'un dîner avec... Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais à l'évidence, c'est que cette organisation s'inscrit dans l'agenda du gouvernement, du pouvoir d'Alger. Des élections. C'est une réalité, je ne le dis pas. Et cela a été dit. Servir l'Algérie, est-ce servir le pouvoir? C'est ça l'attaque. J'ai l'impression que ce rassemblement, c'est beaucoup de pouvoir. C'est pas un peu, j'allais dire un peu le pouvoir, mais je crois que c'est beaucoup de pouvoir. Et trier sur le volet. Bon, peut-être, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans cette démarche et dans ce type de démarche. Si une diaspora, entre guillemets, se rassembler pour défendre la démocratie, tout simplement, la démocratie, la pluralité dans ce pays, la pluralité politique, sociale, économique, culturelle, etc. Je suis dans ce sillage-là. Je serai un des acteurs ou un de ceux qui applaudissent. Mais, sincèrement, ce n'est pas la vision que j'ai de cette diaspora mondiale qui vient de se créer. Merci infiniment, Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Hassan Harash, merci. Quel plaisir de vous avoir retrouvé ce soir. Docteur en économie, écrivain, toujours disponible, l'œuvre autour de Slimane Azem. Bon appétit à tous et j'espère vous retrouver demain soir. Merci à l'équipe en régie.